Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous l'annonçais en début d'émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Aimé Tchefa, sociologue politique et chercheur à l'Institut d'études politiques et de stratégie. Aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment campagne électorale. Nous allons parler de cette période pré-élection du 8 janvier 2023. Avec lui, nous allons analyser les constantes, la dynamique, le jeu des acteurs de cette campagne qui a à peine démarré ce vendredi 23 décembre 2022. Et ce sera comme à l'accoutumée avec Angèle Toboula. Angèle Toboula, bonjour. Bonjour François-Xavier Noumon. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans l'entretien de ce dimanche. Docteur Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour Madame Toboula. Nous vous retrouvons en cette fin d'année. Déjà, joyeux Noël, puisque c'est Noël aujourd'hui. Merci. Voilà. Merci. Et comme le disait Xavier, nous allons brosser un peu tout ce qui a trait à cette campagne électorale. Mais d'entrée, nous avons eu, vous le savez, nous avons observé un très long préparatif pour ce scrutin du 8 janvier qui aura lieu donc dans 2 semaines. On a eu des démissions, des fusions, la confection de la LEI, débat sur la fiabilité de cette liste et également la confection des partis politiques pour leurs candidats et au finish 7 partis dans les starting blocks. Bref, c'était long. Dites-nous, ce long prologue que nous avons eu a-t-il impacté quelque chose réellement dans cette demande d'élection inclusive? Merci Madame Toboula. Merci Monsieur Noumon. C'est un plaisir d'être dans vos murs. J'ai pris part ici il y a un bout de temps. Je m'occupais d'autres choses et je crois que la période est favorable pour parler, partager un peu ma réflexion avec mes collègues, l'opinion publique, pardon, et le peuple béninois. Je voudrais d'abord préciser en entame que je suis un scientifique de la politique, donc je me sers de ma connaissance scientifique pour apprécier le fait politique. Je voudrais également préciser que pour ce que nous allons dire ici, pour la plupart, il s'agira en fait de conjecturer, c'est-à-dire que nous partirons de faits n'étant pas encore arrivés, et donc nous partirons de suppositions et d'hypothèses pour introduire un certain nombre de variables en vue de comprendre un certain nombre de phénomènes. Je voudrais que cela soit entendu. Alors pour répondre à votre question, Madame Toboula, je ne voudrais pas trop revenir en arrière, mais c'est important de faire, je vais dire, cet exercice de réminiscence. Vous connaissez 2019, tout ce qui est arrivé à notre pays, à notre démocratie, simplement à cause de la fermeture de l'offre politique. C'est-à-dire que depuis 1990 que nous avons démarré le processus démocratique au Bénin, c'était donc pour la première fois que dans le cadre d'une élection législative, qui au fond est l'élection des partis politiques en République du Bénin, qu'on assiste simplement à 2 partis politiques qui devraient donc s'affronter au sein de l'arène politique avec tous les commentaires qui ont suivi. Et vous savez bien qu'un Parlement mis en place dans ces conditions, les conditions, à tort ou à raison, on aura à redire là-dessus, mais ce qui est important, c'est le résultat que cette condition a produit et qu'à partir donc de ce résultat, nous sommes restés donc sur le tempo de ce Parlement-là, de cette législature, sur 4 années, et vous avez donc vu les conséquences. Globalement, il faut dire que la démocratie béninoise, d'une manière ou d'une autre, a triomphé. Elle est restée debout. Pourquoi? Parce que je vous invite à voir 3 indicateurs majeurs. Premièrement, la seule voie de la prise et de l'exercice du pouvoir en République du Bénin, c'est les urnes. Et donc, la voie des urnes est toujours priorisée en République du Bénin. Ensuite, pour quelques parcelles de pouvoir que tout acteur politique et même quelques techniques devraient exercer, il a fallu forcément le truchement des élections, donc la légitimité à tout point de vue. Il peut s'agir d'une légitimité conférée, d'une légitimité acquise ou d'une légitimité naturellement obtenue à partir d'élections bien organisées. Et le troisième indicateur, c'est que
d'une manière ou d'une autre, les dirigeants politiques sont à l'écoute du peuple. Donc, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques obéit forcément à la logique de consultation populaire à tout point de vue. Je crois que ces trois voyants ou indicateurs d'appréciation de performance démocratique, il y en a plein, il y en a une douzaine, mais je préfère me borner ou me cramponner à ces trois-là, et qui rendent donc compte d'une manière ou d'une autre de la vitalité de la démocratie. Et là-dessus, je dis toujours que la démocratie n'est pas une destination, c'est une route. Et toutes les démocraties au monde sont éprouvées. Vous avez vu ce qui est survenu aux États-Unis lorsque le président Donald Trump, devrait perdre le pouvoir. Donc, à l'occasion de l'élection du président Joe Biden, je ne vous parle pas de la Russie, vous en savez quelque chose. Nous pouvons voir le modèle français, où les Allemands s'étonnent de comment la destinée de tout un peuple peut être accrochée à un seul être humain, puisque le régime politique français n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime semi-présidentiel où depuis plusieurs années ou plusieurs décennies, je dirais, il n'y a plus de cohabitation, ni entre le Premier ministre et le président de la République. Donc, pour en venir au cas typique du Bénin qui vous intéresse, c'est vous dire que, en dépit des soubresauts que nous avons observés, en dépit des vacillements et de quelques louvoiements qui, de mon point de vue, devraient survenir pour qu'on puisse collecter les informations nécessaires pour mieux resserrer les mailles pour question de législation pour servir la cause démocratique. À l'aune de tout cela, si nous en arrivons aujourd'hui à quitter 2 partis politiques pour 7, soit on a fait que tripler le nombre de partis politiques légalement admis à compétir pour ces élections, je crois que c'est une grande avancée et cela rend compte de ce que hier, ce n'était pas exclusivement corsé pour bien de raisons que nous pouvons imaginer, à tort ou à raison, qui ne sont toujours pas fondées, mais qui quelque peu sont des motifs dont il faut tenir compte, puisqu'après tout, la politique n'est pas une activité d'enfant de cœur. Je vous dis donc que l'engouement qui est observé depuis un certain temps, la ferveur et la déferlante qui montera certainement beaucoup plus à partir de la seconde semaine de campagne, il en est ainsi, entre autres, à cause de la variété et de l'ouverture de l'offre politique qui, ici, est à saluer. Mais là, nous n'en sommes qu'au début, justement. C'est maintenant que la compétition démarre concrètement. Non, je vous parlais de l'offre politique. L'offre politique, elle est là. C'est l'effectif de 2019 fois 3,33. C'est pas rien. On est parti de 2 partis politiques pour en arriver aujourd'hui à 7. Et là-dedans, quand vous classifiez, en fait, et je tiens compte de ce qui est formel et non informel, c'est-à-dire les déclarations faites à cet effet. Je ne voudrais pas d'abord voir ce qui n'est pas apparent. Je m'intéresse d'abord à ce qui est apparent. Vous avez les 2 grands blocs de la majorité présidentielle, c'est-à-dire l'UP, le Renouveau, le bloc républicain, auquel vous ajoutez les partis politiques ayant déclaré officiellement soutenir l'action de développement du chef de l'État. Il s'agit donc de Mouel Bénin et de l'UDBN. Ça fait 4 partis politiques pour la majorité présidentielle. Et pour l'opposition, pour les partis s'étant déclarés comme tels, je vous dis que je tiens compte de ce qui est formel et non de ce qui est informel pour ne pas faire des procès d'intention. Les démocrates ont dit qu'ils sont un parti politique d'opposition. L'opposition reconnue comme telle en République du Bénin, avec son chef jouissant des avantages de l'opposition, tels que prévus par le législateur, c'est FCBE, ils l'ont dit, et ensuite MPL, qui est aussi un parti d'opposition, donc ça fait 4 contre 3. On ne peut pas dire, au regard de cette classification, que l'offre politique n'est pas variée. Non seulement elle est variée, mais elle est quasi équitable
pour que nous assistons, je vais dire, à un duel de qualité, à une concurrence politique de qualité et à des joutes électorales d'un niveau assez soutenu et élevé. Voilà, vous le disiez tout à l'heure, 2019 n'est pas forcément signe de ce qu'on n'était pas en démocratie, vous l'avez affirmé. Le fait que ce soit cette partie aujourd'hui ne signifie pas qu'on soit plus en démocratie qu'avant. Comment vous avez tenté de l'expliquer tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point pour que les gens, vous parliez d'indicateurs, le fait qu'il y ait deux partis, quel que soit ce qu'on peut en dire, qu'il y ait deux partis à l'issue des élections législatives de 2019, on a pendant tout ce temps déni de démocratie, il y a eu disons une certaine frénésie dans la qualification du système politique. Ça nous a suivis au communal, ça nous a suivis à la dernière présidentielle. Pour vous, selon vos indicateurs, en réalité, ce n'était pas suffisant pour faire, on va dire, un procès en non-démocratie, si je peux le dire, pour notre pays. Je voudrais d'abord préciser que moi, je ne suis pas un militant. Donc, je n'ai pas de problème pour prendre de la distance. Je ne suis pas mû de sentiments émotifs ou de subjectivité de voir tel ou tel camp gagner ou triompher sur l'autre. Je vous ai dit que moi, je suis un scientifique de la chose politique. Et science et sentiments ne font pas bon ménage. Le scientifique prend de la distance, observe avec calme mais engouement et reste neutre et objectif. Donc c'est sur ce tableau-là que je suis en train de jouer. Si je suis attendu ailleurs et que par rapport à ça, je suis injurié ou vilipendé, je l'accepte volontiers. C'est ma profession qui, d'ailleurs, me le recommande ainsi et je ne peux que l'accepter. Je disais tantôt que la situation survenue en 2019, qui n'arrangeait personne, ni l'opposition, ni la majorité présidentielle, ni le chef de l'État, ni les institutions habilitées à organiser des élections libres, transparentes et sans violence, et même le pays, cette situation n'arrangeait personne. Et j'ai dit que nous avons une certaine déficience législative en son temps, et que nous traînons même jusqu'à aujourd'hui. Aucun de nos tests législatifs élaborés à l'effet de l'organisation des élections ne précise nullement un taux à atteindre en termes de seuil de participation pour valider le scrutin. Donc, même avec 1%, cela pouvait être validé, puisqu'il n'y a pas de loi en la matière. Et si on doit aller chercher une jurisprudence, vous aurez une idée de ce que cela pourrait donner. Première considération. Deuxième considération, la loi nulle part n'a établi qu'il faut obtenir à l'intérieur de l'Assemblée nationale une majorité et une minorité par rapport au président de la République ou au pouvoir exécutif. Pas du tout. Et si nous entrons dans la logique de minorité et de majorité, il y en a eu. La majorité, c'était l'Union progressiste et la minorité, c'était le bloc républicain. Mais bien évidemment, il n'y avait pas eu un courant d'opposition. Et quand nous parlons d'opposition ici, il faudrait que cela soit mentionné à haute voix, que ce n'est pas le fait que de dire que je ne suis pas de la majorité présidentielle, donc tout ce qui est fait est systématiquement mauvais. Non. Il s'agit en fait de s'arborer les attributs de son parti par rapport à la logique, la philosophie et la vision de son parti politique. Je vous donne un exemple. Sur une question importante qui pose les bases de notre société à un seuil assez élevé en termes de mentalité de conscience collective, comme par exemple le fait qu'un enfant porte le nom de sa maman et que cela soit consacré comme droit, pas seulement aux femmes, mais droit écrit en bonne et due forme. Si nous étions dans un contexte d'antagonisme pour le développement, où la logique qui devrait prévaloir est une logique de vision de parti politique, peut-être
que vous pouvez même avoir des partis soutenant l'action du chef de l'État, n'étant pas pour cette loi-là, et que peut-être c'est un parti d'opposition qui porterait cette loi-là, ou la tendance inversée. C'est comme vous avez vu la loi sur l'avortement aux États-Unis, où tout semble, selon les apparences, montrer que les républicains n'aiment pas l'avortement et que ce sont les démocrates qui sont pro-avortement, alors que vous avez de très bons chrétiens dans les rangs des démocrates et que vous avez des hommes d'affaires pourris dans les rangs des républicains. Donc ce n'est qu'une question de discipline de groupe, d'idéologie politique. Et ça, on ne l'a pas vu. Ce n'est pas une opposition pour dire, comme je suis de l'opposition, tout ce que le chef de l'État fait est systématiquement mauvais. Et comme je suis de la majorité présidentielle, tout ce que le chef de l'État fait, cela est soutenu. De toutes les façons, j'ai rappelé 3 indicateurs majeurs. Le fait que la seule voie de prise et d'exercice du pouvoir politique en République du Bénin jusqu'à aujourd'hui, c'est la voie des urnes. On ne peut pas faire autrement. Ensuite, vous devez forcément obtenir la notion de redevabilité, de contrôle citoyen de l'action publique, de participation citoyenne, lorsque vous êtes aux manettes, surtout en termes de conduite du pouvoir exécutif, et ensuite le pouvoir législatif, qui joue le rôle de légifération et ensuite de contrôle de l'action gouvernementale. Nous avons obtenu tout cela, peut-être pas dans les paramètres et le seuil souhaités par d'aucuns, à tort ou à raison, à préférence ou non, mais par rapport aux sentiments dont tout un chacun est mu, par rapport aux attentes de chacun des citoyens, par rapport à telle ou telle position, par rapport à nos convictions propres et intimes que nous pouvons dévoiler ou que nous ne dévoilons pas, c'est que, qu'on le veuille ou non, la démocratie béninoise est en marche. Et je l'ai comparé, confronté nos réalités à d'autres démocraties, et je me reprends parce que c'est important. La démocratie n'est pas une destination, c'est une route. Même dans les démocraties, que ce soit anciennes, rétablies, nouvelles, ou même celles qui sont nées hier, il y a toujours un travail d'ajustement à faire. Il y a toujours un travail de reprécision, de réorientation à faire. Pourquoi? Parce que rien n'est donné de façon éternelle. Rien n'est figé. Nous sommes en démocratie qui a une dynamique et qui évolue au regard même des aspirations des acteurs et au regard même de la compréhension et de l'inspiration des personnalités politiques qui animent la classe politique. Votre développement s'entend, docteur Abektifa. Vos arguments sont orientés dans la droite ligne de ceux-là qui lisent les tests comme vous le lisez, mais les acteurs qui peut-être sont absents justement en 2019 vous diront que c'est de la littérature des tests. Quand on parle, vous avez parlé tout à l'heure de minorité, de majorité, vous avez réexpliqué ce contexte-là. Mais c'est justement sur ces détails-là qu'ils s'en feront peut-être lors de cette campagne qui a démarré pour pouvoir mettre leur jeu sur la table. Ah oui, là je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas été admis avant, pour eux, peut devenir un argument colossal pour chercher à être très présent actuellement. Pour eux, la minorité devrait être en fait tout au moins l'opposition. Vous avez dit pour eux. Et c'est peut-être cette sensibilité-là à laquelle beaucoup ou certains citoyens font attention. Bien entendu. Eux, ils sont des militants, moi non. Eux, ils ne sont pas scientifiques de la politique, comme moi. Eux, ils sont déjà engagés, ils ne peuvent plus prendre de la distance. Moi, oui. C'est la différence qu'il y a entre eux et nous. Vous comprenez? Pourquoi lorsqu'il s'agit d'arbitrer un match de football, on ne désigne pas un arbitre originaire de l'un des deux pays pour le faire, puisqu'il ne peut pas prendre de la distance. Moi, je peux prendre cette distance, puisque jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été candidat à rien de politique en République du Bénin. Donc, je peux prendre de distance, quand bien même je suis aussi béninois. Et moi aussi, dans l'isoloir, je vote pour quelqu'un, forcément. Alors, au regard de tout cela, ce qui est important dans votre questionnement tel que formulé, c'est que le fait
de n'avoir pas été présent en 2019 et de s'être battu longtemps pour avoir été présent, mais que les démocrates à l'époque, je crois qu'ils n'étaient pas encore démocrates, n'ont pas réussi à être présents, pour eux, peut être l'axe nodal autour duquel ils vont nouer leur thème de campagne. Si vous voulez, la thématique majeure de campagne devant générer les thèmes et les sous-thèmes de campagne. Reste à savoir si cela recevra l'assentiment du peuple ou des électeurs. Parce qu'une élection, on ne la gagne jamais avant qu'elle ne soit organisée. Et puis, les déterminants liés au vote sont de plusieurs ressorts ou plusieurs ordres. Vous avez des déterminants psychologiques. Vous avez des déterminants liés à l'appartenance ethnique, à la région. Vous avez des déterminants liés au programme de société ou au projet de société. Vous avez des déterminants liés à la famille. Vous avez des déterminants liés à la croyance religieuse. Par rapport à ces déterminants, quelle est la hiérarchie? Est-ce qu'on peut dégager une certaine hiérarchie aujourd'hui? Parce qu'on sait évidemment que l'appartenance ethnique, ce qu'on appelle les grands électeurs, ces grandes personnalités-là qui ont pion sur rue dans certaines localités, dont les mots d'ordre sont généralement suivis, on les connaît. Est-ce qu'on peut, si on devait faire de la prospective politique, est-ce qu'on peut s'appesantir sur ces déterminants-là pour déjà voir quelque peu où iront les voix des électeurs? Est-ce que par rapport aux nouveaux venus qui se disent, bon, nous n'étions pas là, aujourd'hui nous sommes là, on a pu voir sur des éléments de campagne, nous sommes là pour restaurer la démocratie, enfin la démocratie béninoise vivra, et ainsi de suite. Est-ce qu'au-delà de ces discours, il n'en demande pas moins que sur le terrain, il y a des impondérables qui régissent quelque peu, qui contingentent quelque peu le vote des électeurs, l'appartenance ethnique, ces personnalités-là qui font office de grands électeurs? J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez formulé votre question et vous m'avez déjà suggéré plusieurs pans de réponse. Mais cependant, il est important de souligner qu'il faut y aller avec beaucoup de circonspection. Pourquoi? Parce que du moment où il y a eu la réforme du système partisan, qui a modifié beaucoup d'habitudes et de comportements électoraux, vous ne pouvez pas au pied levé, au regard de la connaissance ancienne de l'arène politique émue, des réalités politiques dont vous possédiez la trame il y a 10 ans, il y a 20 ans, je crois que ces réalités ne sont plus tout à fait actuelles et valides aujourd'hui, dans le Bénin d'aujourd'hui. Il faut faire attention. Jusqu'à un passé récent, si vous prenez par exemple une partie comme les FCBE étaient adossés majoritairement à deux groupes ethniques, les Batombou et les Nago, avec une, je vais dire, une mince poche, d'accord, soutenant l'action du président Boni-Yayi un peu au centre et au sud du pays. Aujourd'hui, après la redistribution des cartes, cela est parti. Je vais dire, ça s'est volé en éclats. Et si nous voulons ramener cette lecture à la tendance actuelle, il y aura une fracture nette du point de vue appréciation et représentation de partis politiques. Parce qu'il y a de la dispersion. Non seulement il y a de la dispersion, mais il y a eu de la réorganisation. Et non seulement il y a eu de la réorganisation, c'est qu'il y a eu une nouvelle dynamique politique. Au regard de la réforme du système partisan qui a modifié véritablement la façon de faire la politique. Par exemple, ceux qui hier n'avaient pas été présents, qui sont présents aujourd'hui et qui voudraient ratisser large, tenir un discours rassembleur, vous êtes d'accord avec moi que la fibre régionaliste et ethnique en rien ne leur permettrait d'affiner leur discours pour qu'elle soit politique, bien entendu, pour qu'elle soit audible. En revanche, on ne dirait pas que ceux qui observent que l'union progressiste, le renouveau, serait beaucoup plus enracinée et consolidée au sud et légèrement au centre plutôt que nord, et que le bloc républicain semble avoir mieux ses racines au nord qu'au sud. Toutefois, je dis encore,
il faut voir les choses avec circonspection parce que par endroits, vous avez de très belles percées d'hommes ou d'acteurs politiques qui amènent à battre ce principe-là en brèche. Par exemple, le ministre Alassane Seydou, dit fils de Kandi, est UP. L'honorable Issa Salifou est UP. La maire de Kandi est UP. La vice-présidente est UP. Et je ne vous parle encore que de la partie septentrionale de notre pays. Et quand vous entrez dans l'Atagora, le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, le ministre Kouaro est également UP. L'honorable Domitien Ouemou est UP. Et vous voyez, tel que c'est clairsemé, vous prenez la réciproque, c'est-à-dire le bloc républicain, que vous projetez dans le sud, et vous verrez également la même chose. La mairie de Boycon est UP. EBR, pardon. Le ministre Jean-Claude Donaoussou, EBR, la ministre Mathis Adigatou, EBS, est bloc républicain. Vous voyez, et ça peut, nous pouvons encore élargir l'éventail si nous prenons la peine de recenser les choses dans ce sens, et vous allez voir que plus ou moins ça s'équilibre. Et en fait, c'est l'un des, j'ai dit plus ou moins. Plus ou moins, parce que le poids politique des acteurs, non, j'ai dit le poids politique. Non, j'ai dit plus ou moins. Plus ou moins, d'accord. Plus ou moins. Les autres formations politiques n'ayant pas encore pris part réellement à des élections, excepté FCBE, nous ne pouvons pas encore parler de leur enracinement. Serait bien malin qui me dirait aujourd'hui le fief réel de Mouel Béné ou de l'UDBN, ou de MPL ou même de les démocrates. Cependant, comme je vous l'ai dit, nous pouvons conjecturer pour y arriver. C'est possible, mais là, ce ne sont que des conjectures. Oui, nous l'avons dit au début, nous sommes dans la conjecture. Nous l'avons dit au début. Oui. Et d'ailleurs, cette émission m'offre l'occasion de faire cet exercice qui, je l'avoue, n'est pas facile. Bon, pas comme en amphi. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, nous sommes à la télé. Voilà, je tiens ce bout-là. Les foyers, on ne peut pas passer sous boisseau que ces dernières années, à tort, hein, parce que rien ne peut justifier les foyers de contestation ou les tentatives de déstabilisation qu'il y a eu. Ces foyers contestataires, évidemment, on peut supposer qu'ils ont une connotation ou une couleur. Dans quelle proportion, parce qu'on parlait de, quand vous parlez des déterminants ethniques, on parlait des FCBE, de l'ancien FCBE, les Batonou et les Nago. Si on regarde un peu, si on regarde très bien ces foyers de contestation qu'on peut, peu ou prou, disons, adjoindre au parti les démocrates, on peut y voir cette grande région Nago et certaines parties satellites du nord Bénin et quelques poches dans le sud également, dans Cotonou, on va dire, dans le littoral. Non, en fait, je crois qu'il y a un paramètre qu'il ne faut pas occulter. Les conditions de l'époque ayant favorisé, je vais dire ces soubresauts et remous, qui ont mis à mal la paix dans notre pays. Il ne faut pas perdre de vue qu'en fait, les contestations électorales en Afrique, en fait, se développent sur trois principaux terreaux. Le groupe ethnique ou l'appartenance ethnique, la conviction de quelques militants, d'accord, qui estiment, parce qu'il y a des militants qui en fait projettent leur vie et son déroulement, d'accord, sur l'avenir de leur parti politique en termes de score obtenir pour pouvoir s'affirmer beaucoup plus au sein de l'arène politique. Et le troisième paramètre, en réalité, je vais dire les ressentiments nés des élections législatives de 2019, puisque là, je prends pour point d'ancrage l'élection présidentielle de 2021. Alors, quand vous faites une lecture croisée, en prenant en compte les trois aspects dont j'ai parlé, que vous inféodez, dans l'ensemble de soubresauts de ce qui est arrivé,
vous allez voir que Cotonou, qui n'est pas le Nord, d'accord, qui, je vais dire, voudrait ressembler à tout le Bénin et que quoi que l'on dise, nous sommes au Sud, a été une zone d'effervescence, à tout point de vue. Comment vous pouvez l'expliquer aussi? Mais le seul fait d'aspiration populaire n'aurait pas suffi. Mais qu'il y ait effervescence à Banté ou à Save ou à Tchaourou, vous pouvez comprendre rapidement cela et le rallier aux déterminants du groupe ethnique, mais ça n'aurait pas suffi. Puisque dans tous les cas, on n'a pas vu des groupes ethniques s'affronter. On n'a pas vu des communautés originaires du Sud s'affronter à celles du Nord. Ça veut dire donc que le problème est beaucoup plus sérieux et qu'il faille émettre des hypothèses sur d'autres terrains en ouvrant les perspectives de pouvoir introduire de nouvelles variables pour mieux comprendre le phénomène. Toutefois, que ce soit les FCBE et les démocrates, et puis d'ailleurs, pour les élections municipales et communales, les dernières à être organisées, 2020 bien entendu, à cause de période de Covid et puis plein d'autres raisons que nous pouvons appréhender ou non, les faits ne s'étaient pas produits de la même façon et il n'y avait pas une même teneur. Mais les FCBE étaient au rendez-vous. Alors vous les avez vus faire un scoffle ou une sorte de razzia politique. Il n'y en a pas eu. Comment vous expliquez cela? Alors, donc c'est or, ceux qui, à l'époque, avaient crié et avaient défendu cette tendance étaient là. Ça veut dire donc que l'hypothèse selon laquelle ce parti politique aurait servi de faire valoir, pour la majorité présidentielle aussi, pourrait recevoir quand même un écho ou un assentiment considérable à ne pas noyer dans une analyse comme celle-ci. À cela, il faut ajouter bien d'autres déterminants, puisqu'en fait, si c'est perçu comme une formation politique d'envergure de la partie septentrionale de notre pays, à tout le moins la tête ne l'est pas. Et que donc, dans la région de M. Paul Orumpin, les FCBE n'ont pas été spécifiquement menaçants. Donc, il faut... Et ça, c'est un euphémisme. Bon, je ne l'ai pas dit de cette façon-là. Alors, il faut simplement comprendre que l'électeur béninois, et c'est là où j'en arrive, dans la réalité des faits, n'a jamais voté un projet de société. Non, l'électeur béninois vote toujours contre quelqu'un, en général, et pour la plupart du temps. Et il est toujours à la quête de sanctionner quelqu'un. Et en général, quand vous êtes au pouvoir au Bénin, vous êtes mal perçu, critiqué à tort, vilipendé, et on vous accroche tout au cou. Et ça vaut plus que jamais en 2022, cette description de l'électeur. Mais pourquoi pas? Quand Souboulou était au pouvoir, il n'était pas aimé. Quand Yahi était au pouvoir, il n'était pas aimé. En réalité, dans la sociologie politique béninoise, c'est lorsque vous quittez le pouvoir que vous êtes aimé. Pourquoi? Parce que vous êtes moins perçu comme un monstre. Si tel est le cas, docteur Michifa, avoir vos explications. Aujourd'hui, vous avez parlé des démocrates avec les groupes ethniques et tout. Aujourd'hui, les démocrates vendent peut-être l'image de Boni Yahi pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, on les a vus aux côtés donc, de Boni Yahi pour recevoir sa bénédiction. Et en dehors de cela, le parti FCBE également en a à revendre. Là où je veux en venir, docteur Michifa. À revendre quoi? L'image du président Boni Yahi? De toutes les façons, ils sont partis de Boni Yahi pour en être là où ils en sont. Donc, les deux se retrouvent, je vais dire, dans un contexte où ils se partageront peut-être ces deux côtés-là. Je ne crois pas. Ma question était justement de vous demander, eh bien, dans ce contexte, qui va pouvoir prendre le dessus? Puisqu'on a vu les démocrates avec Yahi et puis l'ancien président Nicéphore Par rapport à Soglo. quelle variable? Si nous fixons la variable, l'ancien président Boni Yahi, que nous voulons croiser aux deux partis, FCBE et les démocrates, d'office les démocrates l'emportent. Je dis par rapport à la variable Boni Yahi. Et vous avez su le dire que, je vous cite pas in extenso, je vous paraphrase, les démocrates seraient le parti politique de Boni Yahi et à ce titre ont reçu sa bénédiction ou son onction comme telle. Dans la mentalité ambiante de l'électeur béninois, ou pour l'électeur béninois tout court, il entend et comprend mieux cela comme tel. Dès lors qu'il est parti, Boni Yahi,
des FCBE, devenue la FCBE, bien sûr, si vous avez suivi l'actualité, c'était ça. Alors, ce parti politique-là n'a plus son onction. Et l'électorat n'a pas perdu cela de vue. Si vous vous intéressez à la mutation de la force Cori pour un Bénin émergent, les forces Cori pour un Bénin émergent, qui d'ailleurs est un parti politique né au pouvoir, ayant perdu le pouvoir et devant donc traverser le désert, nous savons ce que ça donne au Bénin et un peu partout dans le monde. C'est pour ça que je vous invite également à introduire deux nouvelles variables dans votre analyse. La première, c'est que les FCBE aujourd'hui sont, pas aujourd'hui, en 2020, étaient présentes, d'accord, la FCBE était présente aux élections municipales et communales. Les démocrates n'y étaient pas. Ensuite, vous allez observer la faveur à l'époque dégagée par Boni Yahi pour le compte de les démocrates et non pour les FCBE. De plus en plus perçu comme un fait valoir. Je dis perçu. La population les perçoit, les électeurs les perçoivent comme un fait valoir. D'accord? Alors, cela dit, revenons à la réalité de maintenant. On connaît à peu près, à l'aune des élections municipales et communales de 2020, à peu près, le fief électoral de la FCBE. On ne connaît pas encore pour les démocrates. Et ici, nous aurons l'occasion de connaître. Ici, nous aurons l'occasion de connaître pour les démocrates. Ce qui est sûr, sur maints endroits ou maintes circonscriptions électorales du pays, ils auront à partager un même fief électoral et je les vois faire un partage ou une concurrence électorale beaucoup plus dans le nombre de fiefs du Nord plutôt qu'au Sud. Au-delà de cette, on va dire, de cette analyse eu égard aux forces en présence, vous parliez de la FCBE spécifiquement tout à l'heure, de ce qui leur a été attribué, en tout cas de ces, on va dire, cet anathème qui leur a été accolé au dos. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut devenir un élément de campagne? Parce que quand on regarde très bien le procès qui leur a été fait depuis 2019, de collaborer avec André Griffe, le pouvoir, d'aller, on m'a dit, à la rivière, de se complaire dans ce que d'aucuns qualifiaient de déni de démocratie. Quand on regarde un peu avec le recul, on se rend compte que les démocrates n'ont pas fait différemment, peut-être avec un laps de temps, avec un peu plus de retard, mais ils ont pratiquement coché toutes les cases que la FCBE a coché. C'est les mêmes tests n'ont pas varié. On leur reprochait avant un rapprochement, on va dire, disons suspect avec le président de la République, en tout cas le clan de la mouvance. Non, je parle de la FCBE, c'était tout ce qui était rapproché. Entre-temps, on a vu le président d'honneur des démocrates faire pour le coup la même démarche, les démocrates se conformer aux tests. On a vu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Est-ce que cet argument au niveau de l'électorat peut encore tenir? Ou ça dépend de la façon dont les tenants, hein, en tout cas ceux qui mènent la campagne de la FCBE, peuvent s'en servir pour, disons, non pas se retrouver une virginité, mais pour faire contrepoids à cet argument qui, on peut le dire, est assez tenace. Alors, je vois que vous formulez très bien vos questions et vous êtes gentil au point de toujours m'offrir des pans de réponse. Ce qui est important, c'est que votre question se ramène à deux notions diamétralement opposées. Vraie opposition, fausse opposition. Voilà. Et en général, et dans la tendance qui se dégage généralement, quand vous observez que vous savez apprécier les faits et les discours politiques ambiants, c'est que la FCBE est perçue comme la fausse opposition et les démocrates sont perçus comme la vraie et bonne opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ça, nous sommes à l'étape des perceptions
et des représentations sociales. De quoi il s'agira? De façon concrète, le jour du vote, on ne peut pas savoir. Oui. Il faudrait qu'on attende pour voir. On peut dire une première supposition hypothétique pourrait dire que les démocrates, de ce point de vue, l'emporteront et ratisseront l'âge mieux que la FCBE. Et une seconde variable viendrait dire le contraire et pourrait mieux expliquer cela. De toutes les façons, comme je vous l'ai dit, je voudrais qu'on observe 3 faits qui ne sont pas anodins. La FCBE, au pied levé, a obtenu son ticket. Je dis bien au pied levé. Il n'y a pas eu de remue-ménage, il n'y a pas eu de tohu-bohu. Mais en ce qui concerne les démocrates, ce n'était pas ça. Vous savez bien qu'il a fallu que la Cour constitutionnelle intervienne et que le processus du dépôt de leur candidature jusqu'à sa validation a reçu un écho suffisamment favorable. Ça a été un sujet de l'invité de Christophe Boisbouvier sur RFI. J'ai également suivi sur bien d'autres chaînes. J'en ai également suivi sur France 24, qui, toute chose, donc, apporte une sorte de publicité pour ce parti politique-là. Il ne faut pas qu'on dise le contraire. Alors, c'est une sorte de cristallisation des esprits sur ce parti politique-là. Et observez, ça c'est le deuxième paramètre important, qui est une variable importante à ne pas perdre de vue. Vous allez voir que, à partir du moment où la candidature des démocrates a été validée et acceptée comme telle, il y a eu quelques déclarations faisant écho de ce qu'il y existerait des accointances entre les responsables de cette formation politique et la majorité présidentielle. Est-ce que vous avez senti que cela a semblé émousser les ardeurs au niveau des militants de ce parti politique? Et est-ce que vous avez vu les responsables de cette formation politique se précipiter ou s'affoler pour venir s'expliquer sur les médias pour pouvoir conserver leurs acquis politiques dont on ne connaît pas? Mais bien sûr, un simple communiqué par rapport à des faits allégués et qui ont cette teneur dans une période quasi électorale. Il y a eu un impact. Mais bien évidemment. Ce n'est pas si négligeable. Bien évidemment, Madame Togoula. Bien évidemment. Parce que la période est telle que il faut forcément qu'il y ait un impact. Et une déclaration de cette envergure ne peut pas rester sans impact. Maintenant, l'impact qui doit nous préoccuper, c'est l'impact sur l'électorat et la base de ce parti politique. Qu'avez-vous observé? Une débandade, un saucissonnement, une sorte de vacuité. Le fait est qu'il serait difficile de se rendre compte, tant qu'on n'en sait pratiquement rien sur la cohorte de militants de ce parti. On connaît les têtes d'affiche, mais le mouvement d'ensemble n'est pas appréciable à l'heure d'aujourd'hui. Oui, mais bien évidemment, on a suivi des déclarations de sortie du BR ou de sortie de l'UP pour rejoindre tel ou tel bord. Est-ce que vous l'avez déjà suivi au sein des démocrates? La réponse est non. C'est-à-dire que jusqu'à ce niveau-ci, ils ont réussi plus ou moins, non, je parle de leurs militants. Bien sûr. Là, les acteurs politiques à ce niveau ne disposent pas suffisamment de marge de manœuvre pour contrôler les militants, les démocrates, jusqu'à ce niveau de ne pas pouvoir parler. Je ne crois pas. Alors, mais de l'autre côté, vous avez vu ce mouvement-là, UP Le Renouveau, BR, UDBN, vous avez même vu quelques candidats en liste sur des listes dont on connaît bien la teneur et qui se désistent et rejoignent d'autres listes, ce qui est un fait inédit en politique. De l'autre côté, est-ce que vous l'avez déjà appris? La réponse est non. C'est pour dire que jusqu'à ce niveau-là, ils ont réussi à gérer plus ou moins, avec un peu plus de confortabilité, la guerre des nerfs, qui pourtant est une sorte de déferlante politique qui peut-être serait partie à les avaler. Parce que lorsque des militants à la base apprennent, par exemple, que le leader numéro 1
de leur formation politique seraient en accointance, seraient avec, je vais dire, la personne à qui ils sont censés s'opposer, vous pouvez comprendre tout ce que cela peut générer. Et puis, le dernier aspect que je voudrais vous convoquer à voir est que nous allons attendre encore d'observer leur campagne électorale. Et c'est évident qu'à leur niveau, nous n'allons pas observer une campagne électorale d'argent, une démonstration de force de biens matériels. Et les raisons sont simples. Ils ont été au pouvoir il y a longtemps. Ils sont nés de l'opposition. Ils n'ont pas toutes les ressources qu'il faut. Ils n'ont qu'un thème de campagne, je vais dire, suffisamment colossal. Nous avons été bloqués. Cette fois-ci, nous sommes admis. Aidez-moi à pouvoir le dire. Maintenant, Cela suffirait-il? Pas du tout. Pas du tout. Parce que, comme je vous avais dit qu'ils ont un seul argument de campagne. C'est leur argument de poids. Nous n'avons pas été admis il y a 4 ans. On a peur de nous. Aujourd'hui, nous sommes admis. Prenez, faites et cause pour nous. C'est autour de ça que la campagne électorale tournera. Mais je suis curieux de connaître la teneur de leur programme législatif. Je suis curieux de connaître la teneur de leur projet de législature. Parce que ça, là aussi, c'est important. Peut-être miser sur des lois pour faire revenir au pays ces citoyens-là qui sont à l'extérieur. Ça n'aura pas suffi. Ça n'aura pas suffi parce que pour que quelqu'un revienne, d'abord, ce n'est pas une question de loi, mais c'est d'abord une question de dynamique. Est-ce que la dynamique qui existe est favorable? Et là où je vous rejoins quelque peu, une loi peut générer, favoriser cette dynamique-là en la nourrissant. Tout comme on peut y arriver sans loi. Le souverain Adjovi aujourd'hui est acquitté. Il n'y a plus de charges contre lui. Il n'y a pas une loi qui est prise par là. Il a fallu du temps. Oui, mais bien évidemment, en politique aussi, il faut laisser le temps au temps. D'ailleurs, c'est l'une des activités au sein desquelles, pour réussir, vous devez laisser du temps au temps. Pour faire un leader politique qui brille réellement, il faut du temps. Laurent Gbagbo ne s'est pas fait en un jour, Nelson Mandela ne s'est pas fait en un jour. Donc, ils ont aussi besoin du temps pour que certains faits majeurs puissent s'affirmer, leur donnant raison. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a fait un peu de la com pour cette formation politique, les démocrates. Je vais aller un peu dans ce sens-là. Aujourd'hui, on ne parle pratiquement que d'eux, parlant forcément du parti de l'opposition, alors qu'il y a d'autres sensibilités de l'opposition dans cette course-là. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le combat n'est qu'entre les deux formations de la mouvance et cette seule formation, enfin cette formation de l'opposition? On n'a même pas encore eu la chance d'évaluer l'ancrage de cette formation politique. N'eût été l'image, comme je le disais tout à l'heure, de Niani, Dr. Mickey. Oui, la bataille politique sera cristallisée. En fait, je dis cristallisée. Cette cristallisation pourrait être obtenue autour de 80% des suffrages exprimés. Par exemple, si je n'exagère pas, autour des deux grands blocs de la majorité présidentielle et de l'air démocrate, qui donc sont en train de se préparer pour se regarder en chien de faïence. Ça s'observe. Cela s'observe aujourd'hui au regard des faits qui sont observés. Si vous prenez le pays du sud au nord, en montant, vous sentez cette vague-là vous envahir. Et puis là-dessus aussi, il faut préciser quelque chose. En fait, la majorité présidentielle, telle qu'elle s'observe en général en Afrique, est unique. Elle est unique dans ce sens que, par le passé et en général, on entend parler de cadre de concertation de la majorité présidentielle. On entend parler de CCMP. Et donc, tous les partis politiques soutenant l'action du chef de l'État se mettent donc en bloc, pour aller défendre donc le bilan du chef de l'État. Le fait de biphaser cela, ou même de chercher à triphaser, n'est pas sans conséquence. Vous avez vu pour la semaine qui vient de s'achever, dans nombre de circonscriptions électorales dans la partie septentrionale de notre pays, vous avez vu qu'il y a eu une bataille cinglante entre le bloc républicain et
l'UP Le Renouveau. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y en a eu par endroits. Vous voyez. Alors, cela peut constituer une sorte de piège qui, quelque part, arrangerait les démocrates. Mieux, le simple fait de clamer les démocrates et qu'eux-mêmes agitent le chiffon rouge de ce que le fait d'avoir été admis à compétir est déjà une victoire peut être aussi un piège à leur niveau. Une élection n'est gagnée que lorsqu'on y participe réellement. Et on ne peut pas gagner une élection sans l'avoir participé et sans avoir transpiré. Et avec les peuples, il faut faire attention parce qu'il n'y a rien de plus versatile qu'un peuple. Et le peuple béninois, en l'occurrence, aujourd'hui, a perdu un certain nombre de valeurs et de repères. Quoi que l'on dise, le poids de l'argent dans la dynamique politique au Bénin est une réalité. Je n'invente rien. J'ai fait ma maîtrise sur cela. Donc, il faut faire très attention et accepter simplement le fait que rien n'est gagné d'avance et qu'il faut vraiment aller au charbon, qu'il faut se retrousser les manches. C'est-à-dire que c'est valable pour tous les partis politiques. Pour tous les partis politiques. Vous avez dit tout à l'heure la cristallisation. Mais il y a des partis qui vont jouer le second rôle. Au niveau de la majorité présidentielle, l'UDBN et le MOEL peuvent jouer le second rôle, c'est-à-dire en appui. Et de l'autre côté, MPL pourrait jouer le second rôle en appui à les démocrates. Je voudrais questionner cet appui potentiel. Est-ce que dans cette triangulaire que vous décrivez, UP Le Renouveau, Bloc républicain, les démocrates, au niveau de la mouvance, les autres partis de la mouvance présidentielle, sans être péjoratifs, MOEL Bénin et l'UDBN, quand on considère qu'en réalité, le seul enjeu de ces élections, c'est le fameux seuil des 10%. Si on émet quelques hypothèses que l'UP Le Renouveau soit quand même assez solide sur ses bases et que le BR, le Bloc républicain, soit on ne peut plus en danger. Est-ce que du coup, en parlant d'appui, ces deux partis-là ne deviennent pas du coup un élément de faiblesse, de menace, parce qu'il pourrait y avoir de la dispersion des voix. Si on regarde aussi du côté de l'opposition, on dit oui, les démocrates d'accord, mais il faut tenir compte du fait que la FCBE, malgré tout ce qu'on peut en dire, a des bases, a eu des élus. Donc, du coup, cette guerre fratricide aussi peut laisser des plumes aux dépens de ces deux partis. On pourrait se retrouver, parce que quand on fait ce type d'analyse, un parti pourrait se retrouver à 9, et quelques % et regretter que l'autre lui ait savonné la planche. Comment vous voyez ce schéma-là, appui, menace, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition? Votre vue est tout à fait logique. Je vous l'ai dit, en général, la majorité présidentielle est unique. Oui. Et là, surtout qu'ici, nous avons un fait menaçant ou un facteur menaçant qui est le score de 10% pour être admis. Okay? Mais de tout temps, l'opposition a toujours été plurielle. Oui. L'opposition a été plurielle. Et là-dedans, il y a le principal parti d'opposition qui ici se présente comme les démocrates. Une chose est sûre, dans cet exercice, les 7 partis politiques en lice n'auront pas tous de députés à l'Assemblée nationale. Il y en aura qui ne feront jamais le score de 10%. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Il y en aura qui... Parce que si vous prenez les deux blocs qui ont l'avantage non seulement de leur résistance, mais du fait d'aller au pouvoir, d'en avoir les moyens et les ressources, et donc de mieux affiner leurs armes et de mieux huiler leurs machines, parce qu'ils ont des ministres. Il y en a qui sont candidats et qui doivent donc revenir avec le résultat. Ils ont des députés, ils ont reçu des financements. De ce point de vue-là, il faut mettre un point d'orgue spécial sur cela pour dire qu'en matière de combat, ils sont beaucoup plus près. Nous n'allons pas prendre à 100% au sérieux le peuple qui voudrait voter juste pour effacer des faits antérieurs et qui voudrait faire rendre gorge à X ou à Y. Soyons un peu prudents. La circonspection doit nous guider. Pourquoi? Parce que si vous vous amusez à prendre un ou deux taxis, motos
une ou deux fois avant la fin de ces campagnes, vous allez entendre que celui qui a eu la très bonne inspiration de placer la campagne en période des fêtes, il est très intelligent et il sait qu'on a besoin de certaines choses. Vous entendez ce raisonnement-là. Et Richard Banugas en a parlé en parlant de la politique du ventre. Il a parlé de Rouvet. Richard Banugas, que je connais bien, qui est venu ici faire ses enquêtes, qui est un politologue français, qui est venu ici faire ses enquêtes, et pour montrer le poids du ventre, d'accord, dans le fait que l'électeur béninois soit décisif. Et quand vous allez sur ce paramètre-là, je crois que ce n'est pas au niveau des opposants que vous aurez un bon répondant. Toutefois, Benjamin Constant dit aussi que quelque part, le vote a un déterminant psychologique. Il y a des familles où on ne vote que... par exemple, chez les Noumons, on a toujours voté... ils sont socialistes, chez les Toboula, ils sont républicains. Vous voyez un peu, non mais... je ne vous ferai pas peur en prenant des exemples typiques au Bénin. Bon, donc vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils en auront l'opportunité, voteront RB jusqu'à leur dernier jour par ici. Il y en a qui voteront FCBE jusqu'à leur dernier jour par ici. Pourquoi? Parce que le vote, d'accord, a également une dimension psychologique. Et c'est comme cela qu'ils conçoivent ça dans leur tête. Alors, quand vous prenez tous ces facteurs, que vous mettez ensemble, il y a un répondant et qui doit s'expliquer par trois faits que nous n'allons pas oublier. La circonspection. Une campagne, c'est toujours des moyens des hommes, moyens matériels, moyens humains, moyens financiers pour huiler une machine. Mais une campagne aussi, c'est la stratégie. Parce que je ne sais pas, les démocrates, en leur lieu et place, il y a plein de choses qu'ils peuvent sortir. Il y a plein de promesses qu'ils peuvent faire. Et vous avez suivi, hier, je vous ai vu animer l'émission avec votre collègue Osia Sounoubou de l'ORTB. Le vendredi soir, vous avez vu comment le seul député de la majorité présidentielle sur le plateau a été pris en sandwich. Vous avez vu, à cause de la posture qu'il a offerte. Vous voyez, si toute posture offerte n'étant pas en lien avec le bilan de cette législature et qu'il s'agissait simplement de parler de la fonction du législateur, je crois qu'il s'en tirerait mieux. Vous voyez. Mais là encore, c'est avec ses collègues. Qu'en sera-t-il de l'opinion publique? Le bilan de la 8e législature peut être un thème de campagne. Et ça dépend de comment cela pourrait être remué. Parce que aussi dans ce bilan, vous avez des choses extraordinaires. Vous avez de très belles choses aussi qui non seulement ont rapporté de devises au Bénin, mais ont permis de produire des routes, des écoles, des repas chauds pour les enfants, des centres de santé, beaucoup de lois de ratification qui par la suite ont pris par devant les députés. Il n'y a pas eu de remous, il y a eu concertation et après, on a vu comment ils se sont donné la main pour développer le Bénin. C'est-à-dire, du point de vue développement, parce que ne nous leurrons pas, dans les parlements antérieurs, où il s'agissait aussi de faire entendre un son de cloche de l'opposition, il y a de très bons projets sur lesquels les députés n'avaient pas donné leur quitus, parce qu'eux, ils ne trouvaient pas leur compte, parce qu'on ne leur a pas graissé les pas. Donc, il ne faut pas oublier tout cela. Alors que dans la 8e législature, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas toujours eu unanimité et univocité. Non. Il y a aussi eu par moments remous. Moi, je connais des ministres qui n'étaient pas, au départ, pour la loi sur l'avortement ou pour la loi sur le fait que les enfants portent les noms de leur maman, mais qui, d'abord, les députés n'en parlons plus, par rapport à leurs croyances religieuses, qui d'abord ont consulté leur base, qui d'abord ont consulté des leaders d'opinion religieuse, qui ont consulté des personnes importantes sans qui une opération du genre ne pouvait pas être faite et sont revenus après cette consultation. Tout cela n'a pas été mis au dehors. Alors qu'avant,
ce serait mis au dehors pour montrer que le Parlement est en train de travailler, mais en définitive, on connaît, il parle, mentent et se taisent. Là, tout de suite, docteur Mechifa, pour ce vote, soit c'est la sanction, soit c'est l'accompagnement. Mais est-ce que, telle que la chose elle est faite ou vue, c'est pas plus la ferveur, j'allais dire, n'est pas plus ancrée vers le sud que dans les autres départements? Non, pas du tout. Je vais dire que le cœur du combat bloc républicain, le cœur du combat majorité présidentielle et les démocrates sera beaucoup plus accentué au nord plutôt qu'au sud. Voyez mon regard. Si vous parlez de Boni Yahi, commencez déjà par tremper le chiffon à partir de la partie septentrionale et vous verrez que ce combat-là, la déferlante quittera là-bas pour venir au sud bien après, lorsque nous serons quasiment à la fin. Parce que là, c'est centre. Nous ne sommes même pas encore au nord, nous sommes au centre. Oui, bien sûr, parce qu'on vient de commencer. En fait, quand on entame une campagne électorale, pour ceux qui ont de l'expérience, tout de suite, ils savent que c'est une course de fond et une course de vitesse. Sur 15 jours, vous n'allez pas prendre vos ressources et déjà finir de les distribuer, de les disperser en 3 ou 4 jours. Alors, qu'allez-vous faire alors par rapport aux 10 autres jours qui restent? Donc c'est cela, c'est une course de fond et non une course de vitesse. Et vous allez voir progressivement, les états-majors vont entrer dans la campagne et vous allez voir comment ils vont commencer par se tirer là-dessus à boulet rouge et vous allez voir les discours politiques, comment ça doit se faire. Mais je vous dis, il n'y aura pas que sanctions, mais il y aura également adhésion par rapport à un discours politique. Comment adhère-t-on à un discours politique? Quel est le discours politique, par exemple, que le bloc républicain peut tenir? Parce que quand vous voyez aussi les partis de la majorité présidentielle, il faut aussi savoir regarder le bloc républicain, qui aujourd'hui est dans une situation toute spéciale au sein de laquelle l'UP, le renouveau, n'est pas. Le bloc républicain aujourd'hui n'est pas dans une position confortable par rapport à la présence de les démocrates. Ce n'est pas tout à fait la même chose avec l'UP, le renouveau. Et même pour toutes les autres élections passées, excepté celle présidentielle, le parti politique qui avait du pain sur la planche, qui s'était senti sérieusement menacé dans son fief électoral, c'était le bloc républicain. Et le bloc républicain est resté à l'enclavure de tous ces combats politiques et est revenu sur le mois avec un résultat politique appréciable. Par rapport au danger, écoutez, si vous prenez les législatives de 2019, dites-moi quels étaient les défis, enjeux et perspectives pour l'Union progressiste. Ce n'était pas de la même taille et de la même teneur par rapport au bloc républicain. Les fiefs, ou si vous voulez, les circonscriptions électorales, les communes dans lesquelles il y a eu vraiment échauffourée, c'était ces communes-là qui faisaient partie, j'ai dit partie et non tout, du fief du bloc républicain. Pendant ce temps, c'était toute autre réalité au sein des fiefs, je vais dire, traditionnels de l'Union progressiste, le renouveau. Et vous allez voir que ce parti-là, qui se comporte un peu comme la CDU en Allemagne, arrive toujours à trouver les ressources pour montrer une sorte d'équilibre, pour montrer que nous avons la capacité de résister aux soubresauts. Nous sommes comme le roseau qui plie au son du vent et après le départ du vent, nous nous relevons. Alors, c'est maintenant que nous aurons réellement à comprendre, lorsque ce parti est croisé aux démocrates, dans les conditions qui sont celles-ci actuellement, avec les nouveaux facteurs politiques que nous connaissons, au regard de l'adhésion du renouveau démocratique à l'UP, nous allons voir si ce sera encore une sorte d'addition qu'il faut calculer systématiquement, ou alors les cartes sont rebattues et redistribuées à l'aune des enjeux et des objectifs de chaque parti politique. Je voudrais vous parler de moyens tout à l'heure, je voudrais insister sur ce point pour vous poser une question par rapport au, comme Banigas l'a dit, au Rouvet. À quel point le Rouvet impacte ou impactera sur cette élection et déjà sur cette campagne? Alors, vous me demandez
me rendre compte de ce que j'ai lu de Banegas en faisant un cas pratique de la campagne que nous verrons. C'est pour la première fois, depuis que nous existons, de voir une élection placée en fin d'année. Je dis en fin d'année par rapport à la période électorale, parce que lorsqu'il y a élection, première semaine pratiquement du mois de janvier, c'est que l'élection en réalité est placée en fin d'année. Il ne faut pas oublier, nous n'avons pas parlé des enjeux de cette législature. Non, pas encore. Nous allons y arriver. Oui. Parce que lorsqu'une législature est une législature de transition, doit offrir des parrains pour l'élection de pour les élections de 2026 qui seront couplées, il y a des enjeux tout à fait spécifiques et chauds. Et par rapport à ça, les chapelles politiques ont intérêt à agir, ne serait-ce que pour avoir les parrains. Je ne sais pas si ce serait toujours 16, puisque le nombre de députés a été augmenté. Et c'est donc pour la première fois qu'on aura 109 députés. C'est pour la première fois qu'on aura un taux de représentativité des femmes beaucoup plus élevé. Alors, par rapport à tout ça, chaque chapelle politique voudrait absolument être présent et se tailler la part du lion. Comment on peut le faire? Les voies et moyens pour y arriver nécessitent que l'électeur béninois soit accroché par rapport à sa sensibilité. Richard Banegas a dit que la meilleure sensibilité de l'électeur béninois, c'est son ventre. C'est pas moi qui ai dit, c'est Banegas. C'est pas moi. Je ne l'ai pas dit. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Si vous prenez en aparté, je dis bien en aparté, l'électeur béninois, et vous lui dites, je te donne 50 000 à toi pour avoir ton suffrage, ou alors, je vais construire un centre de santé digne du nom pour que vos femmes voulant donner vie ne meurent plus. Tel que vous connaissez l'électeur béninois, qu'est-ce qu'il va vous dire? Banegas a répondu à cette question en disant, il dira, remets-moi les 50 000 francs tout de suite ici. Ça là, c'est pour moi. Je peux faire l'école après, il faut faire. Mais moi, je parle de ce que moi, j'ai mangé dedans. Permettez-moi de traduire. Ça, c'est une traduction de nos langues maternelles. Qu'est-ce que j'ai mangé dedans? Vous voyez, manger dedans. Qui rend compte, parce que c'est un discours langagier de la corruption. C'est la thèse de mon collègue André Gaga, donc, qui parle de code langagier de la corruption. Qu'est-ce que j'ai mangé dedans? Donc, dans une élection, l'électeur est toujours enclin et préoccupé par ce qu'il a mangé dedans, plutôt que par le fait que ce qui est réalisé comme infrastructure socio-communautaire, c'est la cause publique, mais pas sa cause propre à lui. Peut-être même que lui, il a fini de faire des enfants et qu'il n'a même pas le temps de penser que ses enfants à lui feront des enfants dans cette maternité-là. Mais que tout de suite, il a un problème pressant, parfois même de 5 000 francs. Puisque discuter avec les conducteurs de taxi-moto, discuter avec la basse classe, discuter là où nous avons de véritables nids potentiels d'électorat. Et vous allez voir, ils vous parleront de riz, d'huile, de sucre, de gari, bien entendu, qui constituent, je vais dire, les principaux points de l'approche qu'il faudrait avoir pour les voir, pour que le vote soit effectué. Tout cela ne doit pas être, pour qui connaît le Bénin, tout cela ne doit pas être, je vais dire, vidé du coup et parler de projet de législature que les gens chercheront à lire d'abord avant d'aller exprimer leur suffrage pour les candidats. Je crois que cette variable-là, il faut la garder, ce n'est pas assorti. J'ai dit à ça, il y a les questions de législature, de programme de législature, mais il y a aussi ici une question fondamentale, la 8e législature. La 8e législature peut être un thème de campagne. La 8e législature peut être le point de cristallisation de la dernière bataille politique. La 8e législature peut être l'angle d'attaque de l'opposition. La 8e législature peut offrir le discours électoral que même les acteurs de la 8e législature, parce qu'ils seront jugés.
ils seront verbalement passés à tabac. Qu'est-ce qu'ils vont dire pour pouvoir convaincre l'électorat par rapport à ça? Les réalisations, ce n'est pas ça qu'il faut mettre d'envergure, parce qu'il ne faut pas oublier. Ici, nous sommes dans le cadre d'une élection législative. Un député, en fait, n'est pas élu pour faire des réalisations. Il est élu pour légiférer et pour contrôler l'action gouvernementale. Maintenant, s'il fait des réalisations, mais c'est très bien. Cela peut répondre aux aspirations de sa base. Mais prioritairement, il est attendu sur cette base-là. C'est-à-dire la légifération et le contrôle de l'action gouvernementale. D'accord, mais si on considère qu'il y a encore quelques jours, le 8 décembre, le président de la République associé les deux grands partis de la mouvance à sa réalisation spécifique de la rivalisation salariale et bon, les remerciant pour leur accompagnement sur toute la durée de leur législature. Est-ce que le citoyen peut arriver à dissocier l'action du chef de l'État de ces deux partis? La question est importante parce que d'aucuns sont sûrs déjà que, voilà, bien qu'étant une élection législative, ce sera un référendum contre ou pour Patrice Talon. Et là, du coup, ce n'est plus aussi pour les partis d'opposition qui ont la latitude d'attaquer ce bilan sous différents aspects, ce n'est forcément plus aussi limpide puisque dans le même temps, les partis de la mouvance, s'ils s'associent et s'ils choisissent d'endosser tout ou partie de l'action du président de la République, ont des choses palpables à montrer sur le terrain. Et en parlant de période de fête, il y a une bonne partie de la population qui est en fait déjà Papa Noël est passé bien avant pour les adultes que pour les enfants avec la revalorisation salariale qui est effective pour beaucoup de Béninois. Comment vous voyez en tout cas cette stratégie, le chef de l'État leur faisant, on va dire, un cadeau, donc beaucoup l'ont perçu sous ce prisme-là. Comment cela peut se décliner dans cette campagne et dans la perspective de cette élection? Il ne faut pas oublier que le chef de l'État était face à la représentation nationale. Oui. De ce point de vue-là, il avait un discours à tenir. Je vous en prie. Oui, d'accord, mais il les a spécifiquement. Et il était dans quelles conditions? Devrait tenir son discours sur l'état de la nation. Alors, vous voulez qu'il vienne nous dire aux députés que ce qu'il a fait, c'est pour lui? Oh, c'est la majorité. C'est perçu autrement au sein de l'opinion. Non, pas comme forcément. Des lauriers, enfin pas forcément, mais une reconnaissance non, pas à ces partis. Oui, parce que... Non, c'est lui qui a fait et a dit comment il a fait. Elle a dit même que les partis les ont agressés à un moment donné. Pour compléter la question, on ne va pas vous prendre en sandwich, pour compléter la question, même au plus, à moins que je me trompe, même au plus fort de la toute-puissance de la FCBE, il y a Iboni. Et Iboni n'est jamais venu explicitement dit à l'Assemblée nationale, c'est vous qui avez fait que... Donc vous comprenez qu'on peut percevoir... Chaque chef d'État a son approche. Oui. Vous savez bien, le président Talon est très stratège. Oui. C'est un homme d'État qui a suffisamment de poignée politique, de doigté politique. Okay? Et il sait le procès qui est fait à cette législature. Et il répond d'eux en partie, parce qu'il est le patron de l'exécutif. Alors il faut qu'il trouve une situation atténuante pour eux. Et il sait que très bientôt ils seront livrés. Il le sait. Mais ce qu'il a dit, pour moi, n'est pas faux. Pourquoi? Non, on ne juge pas de la pertinence. Pourquoi? Parce que, disons que si les députés ne l'avaient pas voulu, ils n'auraient pas eu d'intérêt à ne pas le vouloir. Parce que n'oublions pas, il y en a parmi eux qui ne resteront pas députés à vie et qui retourneront à leur fonction et qui donc bénéficieront de cette révalorisation. Mais si les députés ne l'avaient pas voulu, ça n'allait pas se produire aussi facilement parce qu'il y aura des remous à l'Assemblée nationale. Mais moi, je crois que le mérite en reviendrait beaucoup plus et surtout aux syndicalistes parce que vous avez vu, toutes les fois qu'il y a eu échange entre le chef de l'État et eux, il n'y avait jamais eu de député là. Vous voyez, mais je dis, le vrai chef assure. Le vrai chef ne livre pas les siens. Le vrai chef agit pour le compte des siens. Le vrai chef trouve des moyens pour effacer les ardoises. Et c'est ce que le chef de l'État l'a fait. Donc c'est un geste élégant de sa part
pour pouvoir conforter les siens, puisque tous sont les siens. Même si on avait des opposants là-dedans, tous sont les siens. Et c'est le pouvoir exécutif, en fait, dans le régime présidentiel qui est le nôtre, qui chapeaute d'une manière ou d'autre toutes les institutions, ou que le lien fonctionnel entre les institutions devrait pouvoir générer un cadre d'exercice facile et de fonctionnement dynamique au pouvoir exécutif, qui, dans un système de séparation des pouvoirs comme le nôtre, où un pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, que ce pouvoir reste quand même un pouvoir maître, un pouvoir important. Et le chef de l'État, observez bien, même ses anciens ministres, il ne les livre pas. Il a cette élégance politique qui fait que vous soyez acteur politique de n'importe quel bord, vous aurez ce plaisir-là à travailler avec lui. Je crois que trouver une part de mérite aux députés dans la révalorisation des salaires, c'est à son actif et c'est également à l'actif des députés, quand bien même nous savons que c'est le pouvoir exécutif qui est la cheville ouvrière de cette opération. La question, c'est ce qu'ils en font, puisque là, on y est. Qui, les députés? Ils sont appropriés. La question, c'est ce que ces deux grands partis en font. Non, mais ils vont. Non, je crois que la bonne question serait plutôt qu'est-ce que les Béninois en pensent? C'est-à-dire que. Oui, c'est le juge de l'affaire. OK. Alors, nous le saurons dans les urnes. C'est-à-dire, est-ce que les Béninois pensent réellement que c'est du fait des députés ou bien du fait de l'exécutif? C'est ça que nous verrons. Ils ont une longueur d'avance, puisqu'ils vont défendre... Non, ils n'ont pas de longueur d'avance. Ils vont défendre quand même l'exécutif dont ils soutiennent l'action. Ah non, ils n'ont pas de longueur d'avance. Ce qu'ils ont plutôt d'avance, c'est un léger crédit. Ils peuvent... Appelez-le comme vous voulez, de ce qui est sûr, il y a un bonus pour eux. Ils peuvent reprendre ce que le chef de l'État a dit. Et d'aucuns pourraient leur opposer le fait, il y a 4 ans, nous n'étions pas là. Si nous étions là, on taillerait plus gros au peuple. Ça peut arriver aussi dans les discours et dans les diatribes politiques qui seront servis. Donc, je crois que ça ne leur offre pas, de mon point de vue, une aisance toute particulière. D'accord. C'est une balle, s'ils peuvent la saisir au bon et savoir comment en faire usage, parce qu'il faut aussi savoir comment en faire usage pour que ça les arrange. En revanche, s'il y avait une élection présidentielle, ce que le chef de l'État a dit et fait va tout droit à son avantage et je crois que ce ne serait pas négligeable pour mobiliser son électorat. Voilà. Donc en termes d'enjeux maintenant, qu'est-ce qui se joue? On pourrait résumer la question. Qu'est-ce qui se joue pour ces élections? Ah oui, 3 choses se jouent. Premièrement, vous voyez, c'est une législature de transition. Ils ne siégeront que pour 3 ans. Mais durant ces 3 ans, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont seulement préparer, ils vont passer tout le temps à préparer les élections couplées de 2026. C'est ce qui se passera, ça. Donc, la préparation de l'élection du président de la République, donc tous sont des parrains. C'est pour la première fois qu'on a un parlement de 109 députés. Et c'est pour la première fois qu'on aura beaucoup de femmes au Parlement, même si ce n'est pas extraordinaire. On en aura à tout le moins 24. Ce qui pourrait expliquer justement cette pluralité des forces en présence, puisque 2026 se joue. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On en a besoin. Et ce qui va également à l'actif de l'exécutif aussi, et même du législatif aussi, parce qu'on a eu besoin d'une loi pour prendre par là. C'est important. Alors, cette législature, donc, aura beaucoup de femmes, 109 députés, va siéger pendant 3 ans et va offrir le cadre de compétition électorale pour les élections couplées de 2026. Je crois que ce serait l'une des législatures les plus chaudes. Moi, je crois que... En matière de fabrique de la loi, en matière de débat parlementaire, en matière de discussion et même en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Parce que, n'oublions pas, l'offre électorale est diversifiée, l'offre électorale est très variée, 7 partis politiques, je ne vois pas,
exclusivement les deux blocs être de la majorité présidentielle, être à l'Assemblée. Je dis bien exclusivement. Il y aura l'une ou l'autre des deux tendances, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, forcément, qui viendront s'ajouter à eux, parce que déjà, hein, à partir, c'est-à-dire après 2019, à partir de 2020, nous avons vu FCBE entrer, n'est-ce pas? Et en 2021, nous n'avons pas eu de parrain exclusivement pour le chef de l'État. Il y en avait aussi pour d'autres qui n'étaient pas de la majorité présidentielle. Alors je reste sur ce même schéma et je transpose les faits antérieurs, comme c'est une dynamique continue, pour dire que je serais fort surpris que nous ayons exclusivement à l'Assemblée nationale l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Il y aura une troisième tendance qui s'ajouterait. Si elle n'est pas de la majorité présidentielle qui vienne confirmer, alors elle serait sans doute de l'opposition qui viendra donc confirmer la réelle opposition à laquelle les autres puisqu'on parle de conjecture et qu'on est en plein dedans, et s'il advenait qu'au jeu des 10%, que la configuration du mouvement demeure. C'est possible. Ce n'est pas exclu. Non, mais c'est possible, pourquoi pas? Oui. C'est possible. Et s'il arrivait aussi qu'aucune de ces parties-là ne se retrouvait aussi, c'est-à-dire ce serait difficile à imaginer cela, puisqu'on a vu des débuts. Nous sommes en train de conjecturer. Absolument. Mais dans cette conjoncture, on peut être objectif tout au moins. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est une sorte d'éventail. Il faut y avoir toutes les couleurs dessus, savoir manipuler tout en restant neutre. Bien sûr. Mais ce que vous dites, je vous dis que ça peut arriver. C'est possible. Mais bon, je comprends bien la réaction de Mme Togoula. Dans tous les pays du monde, pour la famille politique au pouvoir, avec les avantages et les intérêts du pouvoir, quel qu'en soit ce qui advient, ils sont représentés. Même s'ils ne sont pas représentés de façon confortable, l'élan de désignation du chef de l'État, et surtout pour un président de la République comme Patrice Talon, dont je dis, l'œuvre est immense. On ne peut pas se demander ce qu'il a passé les 7 ans ou les 10 ans à faire. Ça se voit. Il y a un nombre de choses qui peuvent être listées, un long chapelet qu'on listerait au point même d'en être fatigué. Il y en a suffisamment. Donc, quand on a affaire à un pouvoir de réalisation en chapelet aussi dense que ce que nous voyons là, quand on a affaire à un pouvoir dont le chef est imperturbable, très concentré et a des dons d'organisation de façon fine, on serait fort étonné de penser que la grande troupe qu'il drainait, conduit, ne se ferait pas représenter. Voilà. Alors, toujours dans cette dynamique, vous vous interrogez tout à l'heure sur ce que peut proposer les partis en matière de projet de législature. Vous avez certainement lu quelques-uns depuis que la campagne médiatique a démarré. Il y a par exemple ces formations-là qui proposent de vouloir redresser le pays ou refonder la République. Ça, c'est de la mouvance, des partis de la mouvance qui proposent cela. Ce discours de Dr. Mitchefa ne sonne-t-il pas un peu comme un désaveu de celui-là dont on dit soutenir l'action, ou bien c'est l'intérêt personnel du parti? Non, en fait, les partis étant à l'Assemblée nationale, les deux, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain, selon moi, ne devraient pas tenir exactement ce discours. Non, je ne dis pas que c'est okay, eux. Bon. Ce sont eux, si vous pouvez, mais c'est quand même un parti de la mouvance. Non, bon, il y a partie de la mouvance, d'un parti de la mouvance. Non, attention, il y en a qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et de ce point de vue, leur responsabilité n'est pas engagée comme les... Je ne suis pas sûr que le BR ou l'UP, le Renouveau, puisse tenir ce discours. Et d'ailleurs, ce ne sont pas eux parce que j'ai leur projet de législature que j'ai lu. En revanche, ce que vous êtes en train de dire ressemble plutôt à l'UDBN, ok, puisque j'ai suivi... Je ne nomme aucun parti, c'est que c'est un parti non, de la je vous dis que j'ai suivi. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, pour lever tout doute, Maître Dikun a commencé d'abord par préciser que son parti politique est un parti de la majorité présidentielle. Vous voyez,
Si eux, ils ne sont pas à l'intérieur de ce Parlement, vous comprenez que leur degré de responsabilité n'est pas engagé comme ceux qui y sont. Ceux qui y sont, ceux qui y sont peuvent parler, d'accord, de continuité Oui, en prenant en compte les critiques pour améliorer l'action législative, pas plus. Ceux qui n'y sont pas parleront d'autres choses et l'opposition certainement parlera de renverser tout ce qui est là et de reprendre à zéro. Et c'est normal. N'est-ce pas un piège? Ça ne biaise-t-il pas un peu le jeu? Non, pour l'opposition, c'est un discours normal. Pour la majorité présidentielle, le discours que la majorité présidentielle doit tenir, je vous l'ai déjà dit. C'est ce discours-là, c'est-à-dire nous sommes dans la continuité, mais tout en écoutant l'écho de nos citoyens, de nos mandants, pour prendre en compte les suggestions pertinentes, parce que tout n'est pas pertinent aussi. Ce sont eux qui sont à la manœuvre, à l'opérationnel, donc ils savent les contraintes auxquelles ils sont soumis, donc tenir compte de tout ce qui est pertinent pour pouvoir élaborer, améliorer, d'accord, un bon plan de législature, un bon projet de législature, pour que, en réalité, que recherchons-nous à l'Assemblée nationale? Que recherchons-nous? C'est de très bons débats pour éclairer les citoyens. Parce que quelqu'un a donné un exemple du premier débat, il dit, sur le riz, sur le riz. En fait, il faut discuter. Et il faut que l'Assemblée nationale joue son rôle. Telle chose a pris par ici et nous avons suffisamment discuté avant que ce ne soit fait. Ça suffit. Est-ce que les discussions manquent autant? Quand on parle de discussion, est-ce que c'est de chamaillerie? Non, de discussion. Apparemment, c'est le procès qui semble être fait à la législature finissante. C'est-à-dire de discussions sérieuses. Je l'avais expliqué au cours d'une émission sur l'ORTB. Nous étions habitués à ce que l'ORTB nous retransmette quelques séquences, quand c'est nécessaire, ou parfois pratiquement tous les débats législatifs sur les questions les plus essentielles, pour qu'on connaisse au moins les positions de nos députés. Cela faisait que par le passé, on connaissait tous les députés. Bien sûr. Parce qu'on les voit, on les entend à la télé. Vous allez me dire que cette habitude est restée. Elle n'est pas restée. Une députée m'a dit que ça se fait sur hémicycle. Je dis, mais ma radio ne capte pas ça. Je n'arrive pas à écouter ça. Pourtant, j'ai une radio, je l'allume tout le temps, mais je n'écoute pas ça. C'est l'ORTB qui est la chaîne de service public qui doit nous rendre ce service-là. OK? Donc, les citoyens aspirent à quoi? À ce que leurs préoccupations soient prises en compte par leurs mandants, parce que n'oublions pas, nous sommes également dans une démocratie représentative. Donc, les citoyens aspirent à ce que leurs préoccupations soient prises en compte par leurs mandants. Et si c'est ainsi fait, je crois qu'il n'y aura pas de problème. La prise en compte passerait forcément par le contrôle de l'action gouvernementale. La prise en compte passerait forcément par le fait de légiférer, mais sur des lois importantes qui répondent à nos exigences culturelles, parce que il y a des choses, quand vous discutez, parfois vous avez envie de rire. Parfois. Parce que, je prends un exemple au pied levé. Est-ce que vous savez que, parce qu'à l'époque, il y avait un peu de polémique, et je n'avais pas voulu prendre part à cette polémique-là. Dans une société patriarcale, où c'est l'homme qui fait le pas vers la femme, qui prend les siens pour aller s'humilier, s'agenouiller là-bas, pour remettre une dot de valeur estimable. Vous pensez que dans cette société-là, la femme pourrait aisément donner son nom à son enfant? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, ce que nous sommes en train de dire, nous voulons assister à des débats, parce que peut-être vous ne le savez pas, il y a beaucoup de débats pour que les députés puissent les mener eux-mêmes, consultent de grands techniciens qui les éclairent. Et tous ont des cabinets techniques qui les éclairent et ils ne viennent jamais à l'aveuglette pour se prononcer. Moi, j'en connais beaucoup qui travaillent dans leur cabinet,
qui paye des experts pour pouvoir avoir de très bons points de vue pour nourrir le débat législatif. C'est pour vous dire que l'Assemblée nationale, on doit pouvoir les voir débattre. Les Béninois n'aspirent qu'à cela. Et lorsqu'il y a diversité, forcément, il y a de très bons débats. Parce que la diversité génère la variété des points de vue. Et s'il n'y a plus unicité de points de vue, il y a débat intéressant. Et comme le dit le proverbe, de la discussion jaillit la lumière. Deux questions pour sortir de ce débat, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous comprenez la stratégie des autres partis de la mouvance, comme vous le dites, singulièrement la stratégie de Mouel Bénin, qui pousse, on m'a dit l'autre cuidance à titiller quelque peu les partis de la mouvance sur des constantes, une forme de singularisation qui parfois, je ne dirais pas prête à l'outrance, parfois on ne comprend pas très bien là où cette stratégie veut mener. Est-ce que vous comprenez ce besoin de différenciation, on va dire entre griffes, et ils le disent, ils s'en réclament parfois, le parler vrai. Nous soutenons l'action du chef de l'État, mais nous pensons que telle action ne sert pas le chef de l'État, donc il faut le corriger. Je pense que quand on regarde ce dispositif, ils sont dans un créneau particulier. Comment vous voyez cela? Et la seconde question qui n'a rien à voir pour sortir de ce débat aujourd'hui, il y a une question qui revient à chaque fois au moment de ces élections, c'est celle de la paix. La paix. Aujourd'hui, légitimement, on peut dire qu'il y a plus forcément matière à s'inquiéter pour ce qu'on a connu par le passé. Parlons d'abord de Mouel. En fait, pour moi, c'est un parti politique important. Il faudrait s'apaiser pour analyser et comprendre réellement l'importance de Mouel. Vous savez, il y a des gens qui soutiennent l'action du chef de l'État, mais qui peut-être ne se retrouvent ni dans l'UP Le Renouveau, ni dans le bloc républicain, et qui donc pourraient s'inscrire dans cette troisième tendance. Ce n'est pas vain. Maintenant, est-ce qu'ils ont tous les répondants pour le faire comme cela doit se faire? Parce qu'il faut aussi en avoir les atouts techniques pour y arriver. Ça dépend de comment ils se présentent. Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux deux grands blocs? Parce qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et ils n'ont jamais pris part à une compétition électorale. C'est la toute première fois. Qu'est-ce qu'ils ont de différent aux autres? Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Et par rapport à la majorité présidentielle, quelle est leur place réelle? Et qu'est-ce qui leur confère de droit et de facto cette place? Ce sont autant de questions auxquelles il faut se rapprocher d'un certain nombre d'acteurs, recueillir les vues et les perceptions pour pouvoir quand même rendre compte de cela. Ce n'est pas un parti politique inutile. En revanche, moi je crois que l'UDBN qui avait démarré quelque chose d'extraordinaire avec le BR aurait pu trouver la place nécessaire pour évoluer là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'opine en n'ayant pas forcément tous les éléments d'analyse, mais attendons la fin ou le résultat des élections du 8 janvier pour tirer les conclusions nécessaires, parce que ce parti politique, qui est un parti valeureux, c'est le seul parti politique qui actuellement a à sa tête une dame, et qui, quoi que l'on dise, avait quand même réussi à trouver un ancrage dans la 6e circonscription électorale, qui devrait en fait reverser tout cela au bloc républicain, qui devrait consolider et en fait confier beaucoup plus cet électorat-là, ou cette partie-là, à ce parti politique, plus les quelques autres endroits où ils auront leur mot à dire. Je crois qu'ils ne se sont pas entendus. Avant que ce mariage-là ne soit scellé, je crois qu'il n'y avait pas eu suffisamment de discussions. Je crois. En revanche, comme je l'ai dit, Mouel Bénin récupère, ou a la capacité, pas de facto, mais a la capacité de récupérer ceux qui ne voudraient aller ni à l'UP Le Renouveau, ni au bloc républicain. Et de ce point de vue-là, se présente comme une troisième sensibilité pertinente de la majorité présidentielle qui, dans le cas d'espèce, est plurielle et non unique et univoque. Voilà. En ce qui concerne le discours... On va pas refaire le débat, mais bon,
on est à un scrutin, on va dire, à un tour. Donc, en réalité, il se posera la question du vote utile, parce que nous rappelons toujours la barrière des 10%. C'est à ces tours-là qu'on appréciera la valeur de ces partis. J'ai déjà précisé, vous dites que lorsque la majorité est plurielle, il y a aussi le risque d'émiettement des voix. En revanche, s'il s'agissait d'une élection présidentielle, on sait que le dénominateur commun, c'est Patrice Talon, et le problème ne se pose pas. Par contre, parlant de la paix, je crois que c'est très important. Toutes les chapelles politiques ne font qu'appeler la paix. Et par rapport à tout ce que nous avons vécu antérieurement, je voudrais vous parler de 2019, 2021. partiellement 2021, je crois qu'on en a besoin. Et un acteur politique, une personnalité politique, un homme ou une femme politique qui n'aspire pas à la paix n'a pas sa place en politique. Le peuple béninois par-dessus tout aspire à la paix. Et je crois que le premier point à introduire dans leur plan et discours de campagne pour toutes les chapelles politiques, c'est la paix. Il faudrait même pour eux de toujours démarrer leur discours politique par la paix en conviant leurs militants à la paix, en conviant tous les acteurs politiques à la paix pour que, comme nous en avions l'habitude dans ce pays, les élections continuent par être une fête. Selon la formule une consacrée. Fête de démocratie. Selon la formule consacrée. Oui, selon la formule consacrée, inspirée du général Kérékou. Merci à vous, docteur Aimé Tchefa, sociologue politique. Nous sommes en train d'égrener les dernières minutes. Oui, ça va super vite. Vous avez quelques instants pour pouvoir dire ce que vous n'avez pas eu peut-être le temps de dire. Je vous remercie, Monsieur Noumou, Madame Togola, de m'avoir invité et surtout de me donner l'opportunité de partager mon point de vue avec les Béninois. Je crois que le 8 janvier prochain, ce qui va triompher fondamentalement, c'est la démocratie béninoise. Quel qu'en soit ce qui adviendra, c'est la démocratie béninoise qui va triompher. Le peuple béninois est un peuple pacifique. C'est dit dans la vision à l'AFIA 2025 qui nous a gouverné pendant bientôt toute une génération, c'est-à-dire 25 ans. Je souhaite du fond du cœur que les chapelles politiques travaillent, d'accord, à faire de l'éducation à la citoyenneté, mais beaucoup plus à faire également de l'instruction civique axée sur la paix, le comportement en période électorale du citoyen et de surcroît du militant et du partisan politique amoureux de son pays et soucieux de son développement. Je souhaite également que nous ayons une Assemblée nationale variée où toutes les sensibilités préoccupées par le développement du pays, parce qu'il y en a qui peut-être ne sont pas préoccupés par ça, sont préoccupés par eux-mêmes. Ces sensibilités, nous n'en avons pas besoin. Par contre, les sensibilités préoccupées par le développement du pays soient toutes représentées et qu'on ne parle plus d'assemblée monocolore et que ceci soit déposé derrière nous comme un piètre souvenir. Donc je voudrais souhaiter bonne chance aux uns et aux autres et surtout beaucoup d'amour fraternel, beaucoup de liberté, beaucoup d'actions démocratiques et que, en dépit de tout, vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Aimé Tchefa. C'était un plaisir de vous avoir en cette fin d'année. François Avènement, on en a fini. Merci à vous docteur. aussi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc cet entretien que nous vous remercions d'avoir suivi. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour le reste des plateaux de cette matinée.